Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ministre d'État, ministre des Outre-mer, numéro 3 du gouvernement. Et si c'était sur la Nouvelle-Calédonie que le gouvernement implosait? Il y a un an, la Nouvelle-Calédonie s'enflammait. Des nuits d'émeutes, 11 morts, des milliards d'euros de destruction. Et un an après, la situation semble à nouveau bloquée, non seulement entre les différents protagonistes, mais aussi entre les différentes sensibilités du gouvernement, voire même entre vous et Emmanuel Macron. On n'y comprend plus rien. Votre projet est-il partagé avec le président de la République? Honnêtement, d'abord, rien n'est réglé. Au moment où on se parle, rien n'est réglé. Et le risque, ce n'est pas l'explosion du gouvernement. Le risque, c'est l'explosion sociale, économique et de violence de nouveau en Nouvelle-Calédonie s'il n'y a pas un accord. Et je veux le dire très clairement, le président de la République, le Premier ministre, et pour ce qui me concerne, sommes alignés vraiment sur l'idée qu'il faut un accord politique pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, parce que sinon, il y a en effet des risques d'implosion économique et sociale. Pourquoi? Parce que sans stabilité dans la durée, il est très difficile d'investir dans l'économie calédonienne, il est très difficile d'investir dans le nickel, qui est la richesse, qui est le minerai, qui est une véritable richesse en Nouvelle-Calédonie, et qui représente des intérêts stratégiques pour le territoire, pour la France et pour l'Europe. C'est un matériau qui est recherché. Le temps presse. Déjà, qu'on donne quand même le timing. Il y a des élections qui sont censées se tenir avant la fin 2025. Est-ce qu'au moment où on se parle, vous vous dites, c'est possible, elles seront tenues? Elles doivent avoir lieu à la fin de cette année 2025 s'il n'y a pas un accord. Et donc elles auraient lieu sans accord, sans modification du corps électoral, et elles porteraient essentiellement sur la situation actuelle. C'est un processus démocratique, mais s'il y a un accord en revanche, il y a toujours la possibilité de les reporter de quelques mois. De les reporter de quelques mois. Oui, parce qu'il faudrait à ce moment-là, s'il y avait un accord, je sais que c'est compliqué, mais il faudrait une révision. On sent bien qu'il s'y joue des choses très importantes. Il faudrait une révision constitutionnelle, institutionnelle, et consulter les Calédoniens sur l'accord. Mais Apolline de Malherbe, vous l'avez rappelé, il y a un an, il y a eu 14 morts. Des centaines de blessés, plus de 2 milliards de destruction de bâtiments publics et d'entreprises. L'État, le gouvernement, crée au fond les conditions d'un véritable plan Marshall pour la Nouvelle-Calédonie. Tous les ans, l'État met 1,7 milliard pour la Nouvelle-Calédonie. Retraite, salaire des profs, soutien aux entreprises. Depuis, on a mis 1,3 milliard supplémentaire. 600 millions pour soutenir les entreprises, pour reconstruire les bâtiments, 350 millions pour la filière nickel, 300 ou 400 millions pour le déploiement des forces de sécurité. 3 milliards en 2024, si je fais l'addition, 3 milliards en 2025. Ce sont des chiffres vertigineux. Ça représente 30% du produit intérieur brut de la Calédonie. 1 000 € par mois et par Calédonien. Donc, la priorité est de soutenir l'économie qui est aujourd'hui à terre et d'éviter une implosion sociale, parce que à cela, je dois rajouter des gens qui ne mangent pas à leur faim, des centaines de SDF à Nouméa, des gens qui ne sont pas logés, des décisions qui ont été prises par la province sud qui ont aggravé la situation des Kanaks notamment, 2/3 des lits d'hôpitaux fermés dans le nord, une situation en matière de santé extrêmement précaire. Ce sont des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Mais qu'est-ce qui a bloqué, si la situation est si grave, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui fait que finalement Emmanuel Macron l'a donc annoncé, il demande aux différents protagonistes de venir, il les invite à venir à Paris reprendre le dialogue? Ça veut donc dire que le dialogue que vous aviez fait avec eux là-bas a échoué? Il a en partie échoué, mais le dialogue est toujours là. Le fil n'est pas rompu entre les formations politiques sur place, entre les non-indépendantistes et les indépendantistes, évidemment avec moi, qui est la charge de ce dossier. J'ai répondu encore à des questions au gouvernement il y a 3 jours à l'Assemblée nationale, des 2 députés. Il y a un député loyaliste, non-indépendantiste, Nicolas Mirzoff, Emmanuel Djibaou, indépendantiste, qui siège aussi à l'Assemblée nationale. Donc nous cherchons toujours la voie du compromis. Il n'y a pas au fond, d'autres solutions que d'essayer de trouver une solution entre l'aspiration de la pleine souveraineté, l'indépendance, et l'aspiration à rester dans la République. C'est ce que Ces vous deux vous aspirations appelez... sont légitimes, mais il faut essayer de trouver une voie
comme Michel Rocard en 1988, comme Lionel Jospin en 1998, l'ont fait. Il ne faut pas sortir, au fond, de cette idée-là. Et puis, je rajoute 2 éléments, sans vouloir compliquer ou complexifier. Oui, c'est déjà bien complexe, mais allez-y, allez-y. Il faut sortir du processus de décolonisation. La Nouvelle-Calédonie, avec l'Algérie, était la seule colonie de peuplement et pénitentiaire. Et ce processus de décolonisation, il n'est pas terminé. Et puis il y a l'exercice du droit. Ça veut dire quoi, sortir du processus de décolonisation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller jusqu'au bout? Ça veut dire que il faut penser les plaies? Il y a encore des plaies ouvertes? Bien sûr qu'il y a des plaies ouvertes, bien sûr que l'histoire est toujours béante, mais il y avait un très beau projet. Et il est toujours là, même s'il a été mis à mal, fracturé, il y a un an, vous le rappeliez, qui est de créer au fond les conditions d'une citoyenneté, d'un peuple calédonien, où les Kanaks, ceux qui sont les descendants des Bagnards, ceux qui sont arrivés après 1853, c'est-à-dire l'année de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, puissent se retrouver. C'est un projet qui reste toujours profondément d'actualité. C'est ce que vous appelez, vous, la souveraineté avec la France. Bien sûr. Sauf que semble-t-il, et c'est vraiment un scénario politique, les 2 députés les plus anti-indépendantistes, dirons-nous, Nicolas Metzdorf, vous en parliez à l'instant, qui est député Renaissance, l'ancienne secrétaire d'État Sonia Backès, ont, semble-t-il, demandé à Emmanuel Macron de reprendre la main. Ça s'est même manifesté par des images postées sur Twitter par Nicolas Metzdorf, qui dit carrément, comme si vous n'existiez pas, j'ai demandé au chef de l'État de prendre la main sur ce dossier calédonien, et c'est accompagné, ce message, d'une photo qui le montre, lui, à l'Élysée la semaine dernière, une main posée sur l'épaule du président de la République, et juste après, l'Élysée a effectivement annoncé que le président de la République inviterait les différents membres de la discussion à l'Élysée. Vous vous êtes pas dit, je suis en train de me faire complètement avoir? Mais si je n'avais pas en charge ce dossier, si je n'avais pas la confiance du Premier ministre, si je ne travaille pas avec le président de la République, parce que sur les questions de souveraineté et d'institution, et s'il faut par ailleurs organiser une réforme constitutionnelle, c'est le président de la République qui en a l'initiative. Mais je ne serai pas devant vous. Je ne continuerai pas à m'exprimer sur la nouvelle... Je ne serai pas devant vous. Donc j'ai en charge, bien sûr, l'ensemble des dossiers ultramarins, la reconstruction de Mayotte avec un projet de loi qui arrive, la lutte contre la vie chère qui concerne tous les territoires ultramarins, et nous préparons un texte de loi qui passera en Conseil des ministres début juillet. Il y a la lutte contre le narcotrafic aux Antilles en Guyane. Je vais en Guyane dans 15 jours, je vais en Polynésie dans un mois. Donc j'ai la charge d'une mission passionnante qui est l'avenir des Outre-mer et le lien entre ces Outre-mer qui s'est énormément dégradé, et l'Hexagone et Paris. Donc il faut reconstruire un lien de confiance. Et il y a évidemment le dossier calédonien que je connais bien et dont j'ai la charge. Et je crois qu'un accord est toujours possible, et je me bats avec une grande énergie, avec discrétion, pas besoin de propos d'estrade, et surtout avec l'idée de préparer l'avenir. Vous savez, je suis inquiet parce que j'entends des discours, notamment à la droite de l'échiquier politique, qui me rappellent les vieux discours de Bernard Pons. Alors ça, c'est la préhistoire, ou de Charles Pasqua. Charles Pasqua, dans les années 80, avait dit la défense de Bastia commence à Nouméa. Tous ces discours des années 80 se sont terminés avec le drame d'Ouvéa en mai 1988, qui a obligé Michel Rocard, à l'époque, à reconstruire ce lien. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le risque d'un embrasement est toujours là. Le risque de l'embrasement est toujours là, surtout s'il y a des responsables politiques nationaux, hexagonaux, qui utilisent la Nouvelle-Calédonie à des fins Est-ce que l'indépendance est une option ? Mais l'indépendance sèche, l'indépendance sans un lien avec la France n'aurait aucun sens. Et par ailleurs, Mais c'est quoi une indépendance avec un lien ? C'est une demi-indépendance. Mais ce n'est pas ce que je propose. Et puis les Calédoniens ont voté par 3 fois. Ils ont dit non à l'indépendance. Mais il est vrai que le 3e référendum a été boycotté massivement par les Kanaks, par les indépendantistes. Et de toute façon, l'accord de Nouméa prévoyait que même en cas de 3 non, à travers ces référendums, on continuerait la discussion. L'histoire ne s'arrête pas, parce qu'il y a un autre droit qui est le droit à l'autodétermination. Donc, ce sont tout ça des notions compliquées. C'est à 17 000 kilomètres de Paris. Mais la Nouvelle-Calédonie pèse beaucoup dans l'inconscient, dans l'histoire, dans la conscience française. Donc, mon travail,
ma mission, c'est de trouver la meilleure solution politique. Et l'idée d'une souveraineté avec la France, vous savez, la Nouvelle-Calédonie a beaucoup d'autonomie, exerce déjà beaucoup de compétences, notamment en matière économique, sociale, de sécurité sociale et de santé. Marine Le Pen y était la semaine dernière, elle laisse entendre qu'au fond, votre plan, c'était plutôt d'aller vers une forme d'indépendance. Non, c'est une souveraineté. Vous savez, on est dans un monde dangereux, déséquilibré. Dans le Pacifique, on y voit l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Le président de la République, encore il y a quelques jours, à Singapour, rappelait quelle était sa stratégie indo-pacifique. Donc, la Nouvelle-Calédonie, à travers notre présence militaire, à travers le nickel, qui est un minerai stratégique, à travers la présence, tout simplement, de la France dans ce territoire, dans cet espace du Pacifique, avec Wallis et Futuna et la Polynésie française, joue un rôle dans ce monde-là. Personne ne veut l'abandon de la France, mais veut exercer, évidemment, à 17 000 kilomètres, des compétences qui sont mieux exercées, évidemment, sur place. L'invitation a donc été lancée pour un dialogue avant l'été. Est-ce que le rendez-vous est pris ? Nous sommes en train de le préparer, mais s'il doit y avoir un rendez-vous, bon, il faut qu'il soit bien organisé et bien préparé, et puis il faut qu'il y ait les bases d'un accord. Les bases de cet accord existent, mais à condition que ça se fasse discrètement et avec une bonne volonté, surtout avec toujours cette idée, attention, s'il n'y a pas un accord, si les mots qu'on prononce sont des mots incendiaires, alors à ce moment-là, on peut aller au drame. Et ma responsabilité, c'est d'éviter le drame. Vous le pensez toujours qu'Emmanuel Macron a mis à terre 36 années de dialogue et de progrès, qu'il a torpillé l'entêtement par un entêtement imbécile, irresponsable et criminel ces accords, et que c'est un président de la République mal entouré et mal conseillé? Ce sont des déclarations que j'ai faites au mois de septembre. Ce sont des déclarations que vous avez faites avant d'être ministre. Absolument. Donc je vois que vous cherchez la crise dans les ménages. Mais j'ai été nommé par Emmanuel Macron sur proposition de François Bayrou à la fin de l'année, en toute connaissance des déclarations que j'avais faites. Chacun sait, le président de la République comme François Bayrou, que je ne suis pas venu au gouvernement, et notamment sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, pour refaire ce qui a été fait il y a un an. Fait-il encore preuve d'entêtement imbécile, irresponsable et criminel? Non, mais aujourd'hui je suis ministre et mon rôle c'est précisément de trouver les bonnes solutions. Et j'ai besoin aussi du président de la République s'il faut une réforme constitutionnelle. Donc nous travaillons ensemble, en dépit de ce que je lis dans la presse ou de ce que déclare telle ou telle personne. Vous disiez à l'instant, Manuel Valls, que vous iriez en Guyane très prochainement. Ce projet de prison annoncé par Gérald Darmanin, avec une part dans cette prison qui était déjà dans les tuyaux, dans cette prison de quartier de très haute sécurité pour les narcotrafiquants les plus dangereux. Est-ce que vous soutenez ce projet et est-ce qu'il a le soutien des élus locaux ? L'idée d'une nouvelle prison, oui, ça vient du mouvement social, des élus locaux. C'est une décision de François Hollande et de Bernard Cazeneuve. Vous vous rendez compte, en 2017, suite à une crise sociale en Guyane. Il fallait une nouvelle prison. Elle est de toute façon prévue. Elle va être lancée. Dans cette prison, comme dans toutes les prisons françaises, il y a un espace de haute sécurité, pour qu'on nous comprenne bien, et notamment pour les narcotrafiquants de la région, et pas de l'Hexagone. Mais quand on parle de ces sujets, en Guyane, d'abord, il faut évidemment en informer les élus. Ça n'avait pas vraiment été le cas. Hein. L'un des élus, d'ailleurs, l'avait dit à mon micro sur RMC. Il faut en informer les élus du manière générale. Et ça vaut pour moi, ça vaut pour Gérald Darmanin, ça vaut pour tout le monde. Il faut faire toujours très attention aux mots, aux symboles, à ce que cela peut laisser entendre. Évidemment, quand on parle d'une prison en pleine jungle, et pour y mettre les trafiquants, voire les terroristes, on a l'impression qu'on réinvente, et Gérald Darmanin s'en est défendu, quelque chose qui est lié au passé, en l'occurrence le bagne. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Mais la forme n'y a pas été mise. En Outre-mer, d'une manière générale, la sensibilité sur l'histoire, sur les blessures coloniales que nous évoquions, il faut appréhender ces choses. J'ai pas compris, Manuel Valls, si vous étiez pour ou pas, qu'on envoie, y compris là-bas, des narcotrafiquants très dangereux qui ne seraient pas originaires de là-bas, qui ne seraient pas arrêtés là-bas. Gérald Darmanin l'a dit, et notamment dans un courrier aux élus, ça ne concernera que les narcotrafiquants de la région. Et on n'y envoie pas des terroristes islamistes. Il faut que les choses soient très claires, en sachant que la lutte contre le narcotrafic, aux Antilles, en Guyane, en Amérique d'une manière générale, est évidemment une priorité, puisque c'est de là-bas que le trafic de drogue s'organise vers les États-Unis d'Amérique et vers l'Europe. Et c'est incontestablement l'une des grandes priorités de mon action, c'est la lutte contre le narcotrafic aux Antilles et en Guyane. Et pour ça, il faut des moyens
Et il faut aussi, évidemment, des prisons neuves et de haute sécurité. Manuel Valls, les émeutes de ce week-end en marge de la victoire du PSG, vous avez vu les premières sanctions qui sont tombées, les premières condamnations. Gérald Darmanin lui-même estime que ce n'est pas à la hauteur, qu'il faut revenir à des peines planchées, supprimer le sursis. Est-ce que vous partagez ? Je suis pour une réponse ferme et implacable face à ces violences. J'étais ministre de l'Intérieur et je sais que les Français attendent une réponse pénale qui soit extrêmement dure, extrêmement sévère face à des violences, à des dégradations, aux attaques évidemment contre les forces de sécurité. Et je suis aussi favorable à des peines minimales comme l'a proposé François Bayrou, comme l'a proposé le Premier ministre. Après, nous sommes dans un état de droit, il y a des fondements du droit pénal et vous le savez, la réponse pénale doit être adaptée. L'individualisation de la peine. Et l'individualisation de la peine par le juge est au cœur de notre droit pénal. Pour répondre à ces deux injonctions en quelque sorte, c'est-à-dire l'individualisation de la peine d'un côté, la peine planchée, peine minimale de l'autre, c'est compatible ça ? Je crois que c'est compatible en rappelant qu'évidemment c'est toujours à la fin, même si c'est le législateur qui fait le droit, c'est le juge qui prononce la peine et donc il faut être extrêmement attentif, à l'état de droit. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un incident, chaque fois qu'il y a des émeutes de ce type, essayer de ne pas réinventer en permanence le droit. On ne peut pas surréagir et réagir. Je pense que dans le droit actuel, il y a de quoi faire. On l'a vu, il y a eu des peines de prison fermes qui ont été prononcées. S'il faut faire évoluer la loi, notamment pour ces peines minimales, eh bien alors il faut le faire. On ne peut pas toucher au sursis. Là, on toucherait évidemment à un fondement du droit. Vous trouvez en fait, Manuel Valls, quand je vous écoute, j'entends à demi-mot, qu'on réagit trop à chaque événement ? Ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé quand on gouverne. Mais je crois qu'avec un peu de recul, un peu de sagesse, un peu d'expérience, même si évidemment ces violences sont insupportables, mais il y a un travail de la police et le préfet de police est venu à la fois constater aussi une forme d'échec, en tout cas pour la première nuit d'émeute. La fête du Paris Saint-Germain le dimanche s'est bien passée, mais il faut en effet agir d'abord sur le terrain, appliquer le droit et puis toujours avoir en tête les conséquences des décisions qu'on prend parce qu'il faut donc, aussi vous avez presque un côté il faut aussi des moyens. Le sage au sein de cette équipe qui regarde l'agitation d'un Gérald Darmanin et qui lui dit voilà, prends du recul quoi. Non, c'est pas une question de sagesse, c'est une question en effet d'expérience et c'est la même chose pour les mots qu'on utilise. Pour les mots qu'on utilise pour qualifier ce qui se passe. Vous pensez au mot barbare ? Vous l'auriez pas utilisé ? Moi j'ai utilisé le mot barbare pour les terroristes. Ces délinquants, cette violence insupportable, notamment encore une fois à ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre, doivent trouver une réponse pénale. Mais on enflamme le débat à chaque fois avec des mots. Les barbares, ce sont les terroristes. Donc ça, il faut le dire parce que sinon, quel est le mot qu'on utilise pour les terroristes ? Là, il s'agit de délinquants, violents, qui ne trouvent en rien, évidemment, la moindre indulgence. Et vous le savez, y compris à gauche, j'ai été connu, et parfois ça m'a été reproché, pour mener une action implacable face à la violence, parce que la violence, elle s'attaque à la démocratie, à l'état de droit, elle touche les plus fragiles de notre société. Mais ne pas banaliser. Notre société et la République ont besoin incontestablement d'ordre, d'un ordre républicain, mais dans ces moments-là de grande fragilité démocratique, ça vaut pour la Nouvelle-Calédonie, ça vaut pour la France, il faut utiliser les bons mots. Un mot encore, Manuel Valls, sur la situation à Mayotte. Santé publique France a annoncé le passage officiel de l'archipel en phase épidémique, épidémie de chikungunya. Est-ce que les traitements sont à la hauteur ? Est-ce que la phase de vaccination a été suffisante ? Oui, les vaccins ont été positionnés il y a déjà plusieurs semaines, avec la phase de chikungunya à la Réunion. Les actions de prévention aussi ont été mises en œuvre dans une situation difficile après les ravages du cyclone Chido, mais il y a une grande mobilisation, une grande attention et de la préfecture et des services de santé sur place. Donc c'est pour l'instant au moins... C'est maîtrisé, c'est surveillé. J'irai aussi dans quelques semaines, puisque nous présentons ce texte de loi où nous engageons plusieurs milliards d'euros pour reconstruire Mayotte, mais nos compatriotes mahorais ont besoin de la plus grande attention, de la plus grande solidarité, y compris quand il y a une épidémie de ce type. Merci beaucoup Manuel Valls d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes ministre d'État, ministre des Outre-mer. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.